Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Après plusieurs mois d'attente, ça y est, elle était annoncée. La Star Adventurer GTI est disponible en France chez les différents revendeurs de matériel Astro. Et donc forcément, vous vous posez la question de savoir est-ce que ça vaut le coup d'aller sur cette monture ou pas. Par rapport aux autres montures existantes, la Star Adventurer classique, la Star Adventurer 2 Wi-Fi, la ZGTI. Également, bref, toutes ces différentes montures, maintenant, on commence à avoir un vrai panel, une vraie gamme de montures. Et donc, je vous propose aujourd'hui de faire un petit peu le point sur ces différentes montures qui sont maintenant proposées par Skywatcher. Je n'ai certes pas eu le temps d'aller regarder chez les concurrents de Skywatcher, mais déjà, vous aurez une bonne aide au choix et ensuite à la comparaison pour pouvoir savoir si vous allez plutôt aller partir sur la Star Adventurer GTI a priori neuve ou éventuellement sur ses plus petites sœurs, mais quelquefois même d'occasion puisque beaucoup revendent actuellement les petites sœurs pour pouvoir aller justement s'acheter la Star Adventurer GTI. Parallèlement à cet épisode va sortir aussi sur la chaîne un épisode qui sera un test complet de la Star Adventurer GTI que j'ai en prêt ici, histoire de faire le point vraiment sur la totalité des caractéristiques et sur les différentes vraiment avec détail par rapport aux autres montures. Allez, tout de suite, les mini-montures Skywatcher, laquelle choisir, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors on va commencer par la première qui soit sortie, bien évidemment, la Star Adventurer classique. Elle ne se trouve plus aujourd'hui, par contre elle se trouve d'occasion, mais elle n'est plus revendue. C'est donc une monture équatoriale, c'est celle que vous avez ici, qui est revendue en plusieurs packs. Vous avez la base équatoriale qui n'était pas forcément vendue avec, pas forcément la queue d'aronde, pas forcément le contrepoids, et donc il faut effectivement acheter le set complet. Je vous avais sorti un épisode d'ailleurs sur cette question-là. Cette monture, elle est franchement quand même pas mal du tout, j'aime beaucoup, elle peut s'alimenter eh bien, en USB 5 volts, elle peut s'alimenter avec des piles, elle a quand même une assez bonne autonomie. Cette monture, donc, on peut fixer un instrument, un appareil photo par un pack Kodak standard, donc 1/4 de pouce. Et on a surtout un truc que je trouve assez intéressant, qui est un deuxième pas Kodak, sur lequel vous pouvez fixer une rotule et mettre un deuxième appareil photo. C'est d'ailleurs comme ça que je vous ai filmé les perséides. Donc une petite monture quand même qui est une valeur sûre, avec plein de différentes vitesses via ce potentiomètre là, enfin ce knob là. Et on peut la mettre par exemple, voilà, la basculer pour pouvoir faire des time-lapse et des trucs comme ça assez amusantes. Franchement, moi je l'aime beaucoup. Dans ses défauts, bien évidemment, elle est motorisée qu'un seul axe, elle n'a pas le go-to. Par contre, elle a un viseur polaire et c'est quand même vachement bien. Est sorti donc après ça la Star Adventurer Mini Wi-Fi. Alors là, cette fois, l'idée c'était de faire un modèle un peu plus petit. On passe de 5 kg de charge potentielle à 3 kg. Je rappelle que quand on fait de l'astrophoto, on essaye de limiter. Donc on ira plutôt charger à 70% de ce poids-là. Et donc cette Star Adventurer Mini Wi-Fi avait comme propriété que le viseur polaire devait se démonter, se remonter, etc. Personnellement, je voyais pas tellement l'intérêt. Certes, elle était moins chère, mais tant qu'à faire, il valait plutôt partir sur la Star Adventurer classique, qui était quand même voilà. Et par contre, la Star Adventurer Mini Wi-Fi se pilote via un smartphone. Donc là, c'est un aspect qui est quand même assez intéressant, dans le sens où vous avez une fonction d'intervallomètre qui est réellement utilisable sur celle-ci. Et les séquences d'intervallomètre dépendaient de ce knob là-dessus. Donc en réalité, quand vous étiez en vitesse sidérale, vous étiez un peu dépendant de ce truc-là. Personnellement, voilà, la fonction intervallomètre, moi personnellement, je la trouvais inutilisable sur cette monture. Après ça, vous avez la Star Adventurer 2i Wi-Fi, donc qui est une reprise de celle-là en reprenant les éléments apportés par la Star Adventurer Mini. Donc effectivement, elle se commande en Wi-Fi et on retrouve un vrai intervallomètre cette fois et la décision voilà, de la vitesse sidérale, etc. se fait, si j'ai bien compris. Alors est-ce qu'elle se fait vraiment par le Wi-Fi ou pas? J'ai un doute sur les photos en fait. J'ai quand même l'impression beaucoup que les photos qui sont partagées sont les photos de la Star Adventurer classique, tellement les gens n'avaient pas les photos au moment où elle est sortie. Voilà, j'ai un petit doute là-dessus. Pardonnez-moi si je me trompe, mais voilà, en tout cas, la Star Adventurer 2i Wi-Fi, c'est celle qui est disponible actuellement dans les magasins.
Vous avez ensuite la ZGTI. Alors la ZGTI n'était pas du tout conçue de base au départ pour faire de l'équatorial. C'est une monture qui était conçue pour faire de l'observation azimutale, par exemple avec un petit Maksutov, une lunette astronomique ou un petit Newton, enfin bref, une petite monture azimutale au départ, avec une capacité d'emport de 4 kg. Éventuellement, peut-être, à mon avis, un peu plus, peut-être plus aux alentours quand même de peut-être de 5 kg quand on lui met un contrepoids. Alors pourquoi je dis 4 kg? Parce que 4 kg, c'est ce que l'on retrouve chez sa cousine, dont on va parler juste après, qui est la version solaire. Par contre, avec le contrepoids, on peut monter à 5 kg, en tout cas elle est annoncée à 5 kg. Et en fait, en la mettant sur une base équatoriale, donc qui coûte 79 € environ, et en mettant une version logicielle spécifique, on peut l'utiliser en équatorial avec les fonctions de GoTo et tout ça. Alors cette utilisation en tant que monture équatoriale, il faut quand même dire un truc important, c'est que le soft, à mon avis, n'a jamais été vraiment finalisé, d'ailleurs il n'est pas vraiment officiel en fait. Et elle m'a fait le coup de faire des retournements de méridien, pas du bon côté, côté nord. Donc en fait, au niveau des câbles et au niveau de la possibilité d'éventuellement se prendre carrément dans la monture, c'est quand même pas l'idéal. Mais ceci dit, je l'utilise maintenant depuis plusieurs mois, puisque je l'ai acheté à Noël dernier d'occasion, et j'en suis quand même vachement content. Les tests de la 62 ED de Skywatcher, donc à 350 mm de focale, certes avec un A7S, mais aussi avec un A7R2, je les ai faites avec. Et en fait, j'ai eu aucune photo à jeter quand j'ai fait mes tests. Donc je suis plutôt content de cette monture qui marche bien. Et la fonction de GoTo, une fois qu'elle est étalonnée correctement, c'est bien. Par contre, elle n'a pas de viseur polaire, elle n'était pas prévue pour ça. Alors il existe éventuellement une platine qui permet de déporter un viseur polaire, ou sinon on fait la mise en station, et bien cette fois avec la raquette SynScan et une mise en station multi-étoile. Donc pour toutes ces méthodes de mise en station, que ce soit avec un viseur polaire, sans viseur polaire mais avec la raquette SynScan, ou sans viseur polaire, ah bah tiens on va en parler de ce truc là, sans viseur polaire mais sur une méthode de visée à l'écran, eh bien je vous prépare des tutoriels, voilà. Comme ça c'est dit, vous allez avoir des sacrés tutoriels qui vont venir sur les montures très bientôt sur la chaîne. Sa petite sœur, eh bien la Solar Quest, qui est quasiment sa sœur jumelle, puisqu'elle partage quand même sacrément une bonne partie de la base, ne permet pas de mettre un contrepoids supplémentaire, mais elle a un petit viseur solaire et elle permet de faire de l'observation solaire de façon assez automatisée. Quand même pas mal, effectivement, par contre ne permet pas le GoTo, et puis du coup les manipulations vont se faire quand même au doigt, mais on peut mettre un petit instrument comme une PST Coronado par exemple pour l'observation du soleil, ça peut être une solution. Franchement, bon, voilà, on retrouve les mêmes caractéristiques globalement, même si elle est limitée à 4 kg du fait de l'absence de contrepoids. À ma connaissance, il n'est pas possible de la mettre sur monture équatoriale. Donc vous aurez de la rotation de champ, et en solaire, moi je trouve ça dommage parce que j'aime bien suivre le soleil pendant plusieurs heures, et je vous prépare bientôt des animations du soleil, de protubérances et tout ça qui vont être assez intéressantes. Allez, cette fois on va continuer avec la Star Discovery AZ SynScan Wi-Fi GoTo. Elle est peu connue en fait, elle est pas... Je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'achète comme ça. En fait, elle est vendue avec des instruments, on va dire, ce que j'appelle pour débutants fortunés, c'est-à-dire des débutants qui vont acheter un instrument pas très puissant, pas forcément très puissant, par contre avec les fonctionnalités de GoTo. Vous voyez les prix quand même, on est jusqu'à 495 €. Quand on débute, moi je conseille plutôt de partir sur du gros diamètre, plutôt voilà, on est quand même sur le prix d'un Dobson 200 là, rien que pour la monture. Donc pour moi c'est pas forcément la monture que vous allez choisir, mais je préférais la mentionner quand même un petit peu. Donc effectivement là on est sur des montures GoTo, et l'alimentation maintenant c'est du 12 volts, là c'est clair, on augmente le nombre de piles, et puis sinon on peut avoir carrément une alimentation externe 12 volts. Enfin on arrive, ça y est, à la grande, celle qu'on attendait tous, la Star Adventurer GTI. Alors celle-là elle est plus conséquente, elle est plus massive, le contrepoids est plus massif. Par contre, elle est quand même donnée encore pour 5 kg, même si voilà, mon petit doigt me dit qu'on peut quand même vraiment l'exploiter correctement. Elle permet le GoTo sur les deux axes. C'est un peu plus compliqué avec la Star Adventurer GTI, parce que vous devez passer par une raquette quand même pour brancher une caméra au niveau de l'autoguidage. Elle est alimentée effectivement en 12 volts. Elle a un port USB qui permet de la commander directement depuis l'ordinateur et l'appli SynScan Pro. La motorisation a l'air d'être
même plus sérieuse encore, même si j'ai l'impression vraiment qu'on a les mêmes sons de moteur. Donc je ne saurais pas vous dire si c'est les mêmes moteurs que ceux qu'on a dans la ZGTI ou si c'est vraiment une nouvelle génération de moteurs et quelque chose de plus copieux. En fait, il y a un truc qu'il faut noter quand même par rapport à la petite monture précédente. C'est que la Star Discovery, en fait, quand vous déverrouillez les axes et que vous déplacez votre monture, et ben en fait, elle note que vous avez déplacé votre monture et elle sait toujours où est-ce que vous êtes en train de viser. Alors que ces montures-là, eh bien, perdent leur pointage, perdent leur go-to, donc ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc on est vraiment là sur des montures en exploitation GoTo et on fait toutes les visées en GoTo et les corrections en GoTo, alors que là on était vraiment sur du manuel, sur de la visée manuelle, de la correction manuelle. D'ailleurs on a ce petit potard pour faire de la correction manuelle. Et puis la Star Discovery, bah là ouais, elle avait effectivement un peu le mix entre les deux. Je regrette personnellement que dans la Star Adventurer GTI, il n'ait pas reconduit cette fonction qui est quand même très très pratique. Après, derrière, effectivement, on retrouve toutes les fonctionnalités qu'on a sur les montures de Skywatcher qui sont commandées par l'appli SceneScanApp. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'intervallomètre, on va retrouver le choix de la vitesse sidérale et tout ça. On notera par contre qu'elle est utilisable de 0 à 70 degrés de latitude et non pas jusqu'à de 80, voilà, de 70 à 90 degrés de latitude. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aillent dans le pôle Nord avec ces montures-là, quoique, après, on y va plutôt pour faire des aurores boréales plutôt que de faire du ciel profond, quoique c'est à vous de voir. Mais voilà. Cette monture-là, effectivement, elle est très intéressante et je vous réserve un épisode sur le sujet, bien évidemment. Donc, en tableau récapitulatif, je vous ai retenu les 4 principales finalement. La Star Adventurer Mini, la Star Adventurer 2i 8i maintenant, puisque la classique n'est plus disponible. La Star Adventurer, la ZGTI, mais que l'on peut utiliser en équatorial. Et enfin, la Star Adventurer GTI, où là, on a un vrai viseur polaire. En fait, cette monture, finalement, reprend l'historique de ses précédentes et reprend finalement tous les éléments. Globalement, on va dire qu'elle est à peu près 170 € plus cher qu'une AZGTI complète ou qu'une Star Adventurer 2i complète, à peu près. Donc en fait, sur la Star Adventurer 2i complète, on rajoute le GoTo et la possibilité d'autoguidage. Sur la Star Adventurer GTI, eh bien, on rajoute finalement la partie viseur polaire, etc. Au niveau contrepoids, on a un contrepoids qui est quand même plus conséquent. Là-dessus, bah, il y a un moment donné, quand on va commencer à dépasser les 3,5 kg, il faut mettre un deuxième contrepoids. À la vue de ce slide, eh bien, vous constatez que la Star Adventurer GTI est globalement 160-170 € plus cher que la ZGTI ou que la Star Adventurer classique. Donc, est-ce que le jeu vaut la chandelle de passer sur la Star Adventurer GTI? Alors, si vous faites de la photo simplement avec un APN, sur une petite lunette ou sur un objectif, sans autoguidage, je suis tout à fait d'accord que la question se pose clairement. Parce que, fondamentalement, le gain par rapport à la ZGTI se retrouvera plutôt sur la question, bien évidemment, du viseur polaire. Sur la question de la Star Adventurer classique, si vous êtes avec un objectif ou une courte focale, on arrive à trouver quand même pas mal d'objets avec le Live View sur un A7S. C'est un peu plus difficile déjà quand vous montez en focale. Sur la 62ED par exemple, le Live View est déjà plus difficile sur la 7S. Donc le GoTo commence à devenir intéressant. Mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est de savoir si vous voulez utiliser de l'autoguidage. La Star Adventurer GTI répond à une problématique assez chiante sur la ZGTI, je vous montre ça. Sur la ZGTI, si vous voulez commander votre monture avec de l'autoguidage, eh bien il vous faudra par exemple ce cordon. C'est un cordon EQ-Mode qui est disponible donc chez Pyroastro avec un connecteur à 6 broches et un port USB avec une liaison série à 9600 bauds. Avec ça, vous allez pouvoir effectivement donner des consignes de correction à la monture, donc via EQ-Mode et via l'application SceneScanApp. Vous pouvez effectivement aussi utiliser tout simplement l'application SceneScanApp qui est interfaçable donc avec Ascom. Si en revanche vous ne voulez pas vous compliquer la vie à utiliser tous ces drivers, EQ-Mode, Ascom, etc., vous voulez éventuellement connecter votre caméra de guidage avec un port ST4. Et le port ST4 en fait se trouve sur les raquettes SceneScan. C'est le connecteur de droite. Donc pour ça il vous faudra une raquette SceneScan. Elles sont quand même assez chères, aux alentours je crois de 150 € facilement. Il vous faudra un cordon 8 broches vers 6 broches
Et ça, c'est un cordon spécifique qui est proposé par Pyro Astro. Et ensuite, derrière, bien, vous allez pouvoir relier donc votre port ST4 donc de votre caméra sur la raquette SceneScan. Donc ça vous fait rajouter finalement le prix d'une raquette SceneScan qui n'est pas strictement nécessaire pour ces montures. Sur la Z GTI, rien de plus simple. Vous avez un cordon USB et vous pouvez faire du pulse guiding tout simplement à travers cette connexion USB. Donc en connectant ça à votre PC. Et si maintenant vous voulez utiliser le cordon ST4 de votre caméra, rien de plus simple, vous prenez, alors ici on est sur une QHY, hein, donc le connecteur est un peu spécifique, et bien en fait vous avez directement le port ST4 sur la monture. Donc il suffit de connecter ici, ça c'est pour la raquette SceneScan mais vous n'en avez pas nécessairement besoin, et là vous pouvez faire de la commande par ST4 directement sur la monture. En conséquence, vous l'avez compris, si vous voulez faire de l'autoguidage sur une AZ GTI, vous êtes soit obligé d'acheter la raquette SceneScan avec le cordon spécifique 8 VersiBroche, soit d'utiliser un cordon EQ Mode et de galérer quand même un petit peu avec les drivers. On est sur une connexion à 9600 bauds. Est-ce que ça rajoutera de la latence un petit peu dans les commandes d'autoguidage? Je ne sais pas trop vous dire, il faudrait vraiment faire des mesures détaillées. N'oublions pas que, bon, voilà, 9600 bauds, il va falloir envoyer quand même une dizaine d'octets, une quinzaine d'octets pour envoyer des commandes d'autoguidage. Ça va mettre un tout petit peu de temps, mais n'oubliez pas que votre caméra de guidage, elle fait des photos toutes les secondes à peu près, ou toutes les secondes et demie. Alors que sur la Z GTI, finalement, vous avez le connecteur ST4, où vous avez directement le connecteur USB, il est fourni déjà avec la monture. Donc finalement, en fait, vous n'avez absolument rien d'autre à acheter. Donc, en définitive, le jeu d'acheter une Star Adventurer GTI, si vous avez l'intention effectivement de faire de l'autoguidage avec un setup comme celui-là, par exemple une caméra refroidie, une caméra de guidage sur diviseur optique, etc., et bien cette Star Adventurer GTI pourrait être une très très bonne solution. Allez, cadeau qui se coule. A priori, le port de hand control de mon AZ GTI, il est mort. Donc vous avez compris, je pense que si vous voulez faire de l'autoguidage, allez plutôt vers la Star Adventurer GTI parce que mon petit doigt me dit que je ne suis pas le premier à avoir eu ce problème. Voilà, donc pour faire un petit peu un point comparatif de ces différentes montures de chez Skywatcher, je vous donne rendez-vous bien sûr sur un épisode de test complet de la Star Adventurer GTI. Mais vous pouvez voir que si vous allez trouver ces montures-là d'occasion à des tarifs vraiment très très intéressants, le gap pour aller sur la Star Adventurer GTI, pour moi, il n'est pas tranché, très sincèrement. Moi, je suis très très content de mes deux montures. Et aujourd'hui, je n'ai pas pour priorité de m'acheter une Star Adventurer GTI. Peut-être qu'un jour, je franchirai le pas ou peut-être que j'irai sur un autre type de monture. Mais néanmoins, c'est une monture à considérer. On notera quand même qu'elle est plus conséquente au niveau justement de la base équatoriale par rapport à celle qu'on avait sur les montures précédentes, etc. etc. Le contrepoids, c'est quand même assez intéressant dans le sens où là, vraiment, il est adapté à la charge qui est annoncée, alors que là, ici, on devait jouer en permanence avec la queue d'aronde ou rajouter un deuxième contrepoids et tout ça. Et puis, on a un dégagement qui est quand même un petit peu plus important voilà, sur le côté par rapport aux deux autres précédentes. Et là, effectivement, au niveau des retournements méridiens, mais on en parlera, on a quand même plus de marge sur la Star Adventurer GTI. Donc là, c'est bon, voilà. Elle est quand même un cran supérieur. Mais après, le jeu en vaut-il la chandelle? Ce sera à vous d'y répondre. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Si vous découvrez ma chaîne à travers cet épisode, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Vous avez pléthore de tutoriels et de playlists et de formations, toujours intégralement gratuites sur ma chaîne. Vous êtes sur la chaîne Astro, la chaîne numéro 1 pour les formations et pour les tutoriels Astro. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci. Au revoir.